Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première review de l'année 2019. Je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour Clément, ça va très bien aujourd'hui puisque la F1 est de retour. Effectivement, la F1 est de retour et on va parler de ce premier Grand Prix. On va analyser ce premier Grand Prix de la saison. Plein de choses se sont passées. On parlera des 10 écuries forcément puisque c'était le premier Grand Prix depuis les essais, puisqu'on avait fait notre Power Ranking. Donc on va voir déjà dès la première course qui était chaud et qui ne l'était pas. Et on commence tout de suite très cher par les grands favoris Mercedes. Et s'ils sont restés devant ce qui était attendu, la hiérarchie au sein du team a été un peu bouleversée. Exactement. On a assisté à une victoire avec la manière, côté Valtteri Bottas. C'est assez étonnant, mais c'est extrêmement bienvenu. Ça nous laisse peut-être espérer une saison très disputée, au moins dans le clan Mercedes. Je suis un petit peu sans voix concernant cette victoire, car Valtteri Bottas en 2018 n'était pas exceptionnel. Il était fantomatique, on peut le dire. Il était même fantomatique, exactement. Aucune victoire, même s'il a eu la possibilité d'en signer plusieurs succès tout au long de la saison. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas concrétisé. Et là, premier rendez-vous de la saison 2019. Et il fait taire enfin les critiques d'ailleurs. Il s'en est pas, comment dire, il s'en est pas caché dans son cool-down lap au moment de regagner le podium. Il a dit pour ceux que ça concerne, allez vous faire voir chez les Grecs, pour rester poli. Donc oui, petit message adressé donc à tous ces détracteurs de l'an dernier. Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est assez surprenant de voir Bottas en forme si tôt dans la saison. Et puis surtout, c'est assez surprenant de voir Bottas capable de redresser la barre après sa saison 2018. Tu l'as dit, en 2018, il y avait une ou deux courses qui lui étaient dues, notamment le Grand Prix de Russie, où on avait laissé Hamilton passer devant et où c'était peut-être un élément déclencheur pour la suite de Bottas. Il avait annoncé après ça qu'il allait faire beaucoup de frais pendant l'hiver, qu'il allait se remettre à zéro, qu'il allait repartir sur des nouvelles bases. Et après la course, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il sentait qu'il avait son niveau mental qu'il avait en F3. Donc quand il faut gagner sa place pour aller jusqu'en F1. Donc on l'a vu beaucoup plus conquérant. Et là où c'est un point positif pour lui comme pour Mercedes, c'est qu'il n'a pas craqué de tout le week-end. Il a toujours été présent le samedi, le dimanche. Il a tenu la barre. Alors certes, il n'a pas pris la pole, mais bon, la pole à Melbourne, on connaît la malédiction. Ça fait des années que le vainqueur ne part pas de la pole. Et il a réussi un super départ, il a réussi une super course, il a même été chercher le meilleur tour qui cette année rapporte un point. Donc solide de bout en bout, et tu l'as dit, voilà, c'est un nouveau Valtteri Bottas qui veut peut-être faire taire quelques personnes, qui sentaient aussi la présence d'Ocon dans le paddock et qui savaient que sa place était menacée pour 2020 et qui là est en train de répondre de la plus belle des manières. Exactement. Ouais. Il a la menace Ocon qui plane sur lui, donc c'est tant mieux pour lui justement s'il est capable de montrer qu'il est performant, qu'il mérite sa place chez Mercedes. Et autre point aussi, très important celui-ci, peut-être pour la première fois de sa carrière chez Mercedes, il a levé la voix contre les ordres d'équipe, contre son ingénieur. Donc si vous n'avez pas suivi, en fin de course, alors qu'il était largement en tête, qu'il avait un gap de plus de 20 secondes sur Hamilton qui était deuxième, on lui dit de ne pas aller chercher le meilleur tour en course qui cette saison rapporte un point supplémentaire au championnat du monde. Et Bottas leur a dit je m'en fous, je le fais quand même. Et il est allé chercher le meilleur tour. Donc Bottas, vainqueur, qui remporte 25 points plus 1 point pour le meilleur tour en course. Exactement. On va passer ensuite à ceux qu'on avait annoncés comme étant les deux autres membres du Big Free cette année, c'est-à-dire Ferrari et Renault, qui ont connu tous les deux quelques couacs. On va commencer par Ferrari. Alors certes, ce n'est pas non plus catastrophique du côté de la Scuderia. On fait quand même 4 et 5 en course. Mais le problème, c'est que devant, il y a une Red Bull, que les Ferrari ont paru fragiles par moments en termes de rythme. Qu'as-tu pensé de cette première sortie de la Scuderia ?
Très inquiétante cette première sortie. Je suis très inquiet pour la Scuderia. À Barcelone, pendant les essais hivernaux, ils ont montré très clairement même qu'ils étaient l'équipe à battre. Même si au final Mercedes était pas très loin derrière dans les dernières journées, c'était quand même Vettel et Ferrari dans l'ensemble qui avaient l'ascendant. Et puis à Melbourne, la situation s'est complètement retournée, même dès les premiers essais libres. Vettel a un petit peu entretenu un semblant d'espoir dans les essais libres 1, en étant pas très loin d'Hamilton, mais après, le reste du vendredi et le samedi jusqu'au dimanche, ben voilà, Ferrari était vraiment nulle part. Quasiment une seconde de retard en qualification. Vettel à 7 dixièmes et Leclerc à plus de 9 dixièmes de la pole d'Hamilton. Et en course, les deux Ferrari à plus d'une minute du vainqueur Valtteri Bottas. Donc c'est très inquiétant. Après, il semblerait que la Scuderia n'aurait pas utilisé le maximum de sa puissance moteur pendant tout le week-end à Melbourne. Donc, quelque part, ça justifie ses performances qui sont en deçà des attentes, mais de l'autre côté, c'est assez inquiétant si Ferrari doit être obligé d'être en mode endurance, en mode économie dès le premier round de la saison. C'est vraiment pas très bon pour la suite des événements, quoi. Et tu l'as dit, on a parlé des qualifications. C'est vrai que, étant donné ce qui s'était passé aux essais hivernaux, étant donné ce qui s'était passé en essais libres, lorsque sont arrivés les qualifs et cet écart impressionnant entre les Mercedes et les Ferrari, et bah, du côté Mercedes comme du côté Ferrari, on paraissait un peu étonné. On se demandait si c'était pas simplement voilà, un coup de chance ou un magnifique pilotage des deux pilotes Mercedes. Et on se disait que ça allait peut-être se réguler dans la course et que c'était voilà, une ineptie dans le week-end. Eh bien, pas du tout, puisque ça s'est confirmé en course. Et finalement, c'est, comme tu l'as dit, les essais d'avant-saison qui nous ont peut-être faussé. Alors, bien évidemment, on n'est qu'au premier Grand Prix et on verra sur la suite de la saison. On a le temps de voir comment ça se passait. Mais sur cette première course, en tout cas, on a pu constater que l'écart entre les Ferrari et les Mercedes était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Exactement, exactement. Après, oui, tu as raison de le dire. Melbourne, c'est un circuit qui est un petit peu nettement atypique. Il n'y a qu'à voir le Grand Prix d'Australie de la saison dernière, où Vettel était encore une fois à 7 dixièmes de la pole position en qualification. Et puis, bon, le hasard des choses a fait qu'il remporte la course le dimanche, mais Mercedes avait clairement nettement l'avantage sur le week-end. Et après, sur les courses suivantes, donc en début de saison 2018, bah, c'est Ferrari qui avait clairement l'avantage. Donc, peut-être que nous verrons à Bahreïn, en Chine et aux courses suivantes des Ferrari en nettement meilleure forme. L'autre membre important du paddock, c'est Renault. Renault qu'on attendait comme une force présente. On attendait Daniel Ricciardo sur ses terres comme étant un possible vainqueur, ou en tout cas pouvant prétendre au podium. Finalement, il n'en est rien. Des qualifications où les deux voitures sont restées bloquées en Q2, à notre grande surprise, alors que McLaren, Alfa Romeo et Racing Point ont placé une voiture en Q3. Et une course où, alors, l'abandon de Daniel Ricciardo, c'est suite à des dégâts lors du départ, donc c'est peut-être pas le plus important du week-end, mais où on a un Nico Hülkenberg qui termine derrière Haas et derrière Red Bull. Donc est-ce que finalement Renault, on les a pas vus trop beaux, ou est-ce que c'est simplement le temps de la mise en route? Non, non, ouais, on avait clairement vu Renault trop beau, mais après Renault, c'est un petit peu comme Ferrari, hein, pendant ces essais, ils ont signé des temps très compétitifs, pas très loin de la Scuderia et dans les temps même des Mercedes, donc c'est normal qu'on plaçait des grosses attentes sur eux, et leur élimination en Q2 est d'autant plus surprenante. Et ce qui est aussi surprenant, c'est de voir Ricciardo derrière Hülkenberg, même si ça se joue à quelques centièmes de seconde. Ricciardo, c'est un pilote qui a remporté plusieurs grands prix en Formule 1, qui est un petit peu qui boxe dans la catégorie de Max Verstappen, qui est un pilote extrêmement compétitif. Et puis le voir en difficulté face à Hülkenberg, qui, je n'ai pas dire que c'est un pilote nul, mais il est là depuis 2010 et il n'a pas su prouver qu'il était un pilote de gros calibre, hein, témoin de son absence de podium, qui est malheureux. Ouais, assez surprenant. Bon, c'est quand même nettement moins surprenant la méforme de Renault que la méforme de Ferrari, étant donné que ce ne sont pas les mêmes objectifs, bien sûr, qui sont en jeu. Mais j'espère pour eux que ça va nettement mieux aller
Magnussen termine 7e en course. 7e, c'était la position à peu près de Renault en 2018, c'est-à-dire meilleur des autres si on nommait Mercedes, Ferrari et Red Bull. Sauf que Red Bull, et on en parlera juste après, ont un nouveau motoriste cette année et la logique aurait voulu que ce soit Renault qui soit devant Red Bull et non pas l'inverse. Alors justement, transition parfaite, tu parlais de Red Bull, parlons de Red Bull et de Honda. En 2017, on pensait tous à ce moment-là, je pense que si on avait fait un vote parmi les fans de F1 pour savoir quel était le problème entre McLaren et Honda, 90% des gens auraient voté Honda et non McLaren. C'est ce qui nous paraissait évident tant McLaren était une écurie légendaire et tant Honda a connu des problèmes depuis son retour. Eh bien 2018 avait commencé à nous donner un élément de réponse en voyant Toro Rosso être plutôt performant avec ce moteur Honda et Red Bull choisir en fin de saison le moteur Honda pour 2019. Et là, Max Verstappen, 4e en qualif, 3e en course, une course excellente où il a eu un rythme bien plus rapide que les Ferrari, où sur la fin il a rattrapé Hamilton. Alors est-ce que gestion d'Hamilton, est-ce que on ne sait pas, mais en tout cas les Red Bull étaient dans le rythme. Est-ce que finalement Honda c'est pas la bonne pioche pour Red Bull, et est-ce que Red Bull va pouvoir tenir ce rythme toute la saison? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez surprenant de voir Honda si bien placé après ce Grand Prix. Justement, en 2018, Honda, c'était pas encore ça. T'as Toro Rosso qui se sont mangés de nombreuses pénalités, même en termes de performance pure, c'était pas non plus très, très impressionnant. Et puis, voilà, on a l'impression qu'en espace d'un hiver, ils ont tout résolu, leurs problèmes en un claquement de doigts. Alors peut-être que c'est la poudre aux yeux. Peut-être que Honda a espéré, a prié tout au long du week-end que le moteur ne lâche pas et qu'il était au maximum de sa puissance. Mais en tout cas, ça reste impressionnant de voir Verstappen capable, avec un moteur Honda, de dépasser une Ferrari et d'être scotché au train arrière d'une Mercedes. Et c'est même de bon augure pour la suite, sur des circuits où justement la puissance moteur, on ne demande pas beaucoup au moteur et à la puissance du moteur, comme Monaco, comme Singapour, et j'en passe, et des meilleurs. Exactement, et puis c'est le premier Grand Prix, on peut se permettre de tirer un peu plus sur la corde que lorsqu'on va arriver dans des conditions qui sont plus dures, lorsqu'on va arriver dans un moment stratégique de la saison. On a beaucoup parlé de l'écurie Red Bull à travers le moteur Honda, à travers Verstappen. Parlons de Pierre Gasly qui, pour sa première, alors n'a au moins pas cassé la voiture, il est resté sur la piste. Après son hiver difficile, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais un Pierre Gasly scotché en Q1, un Pierre Gasly qui reste derrière Daniil Kvyat, le revenant chez Toro Rosso, l'écurisseur, durant toute la course, qui termine à la porte des points. Est-ce que tu as été convaincu par cette première de Pierre Gasly, ou est-ce que ça a été un peu difficile quand même pour lui? Ah oui, c'est sûr que ça a été difficile. Après, Gasly, en fait, il n'a pas vraiment été aidé par sa propre équipe. Il s'est crashé 2 fois en essais hivernaux. Les essais hivernaux, c'est un moment qui est capital dans une saison. C'est pas là où tu dois te crasher, donc il a déconné, c'est certain. Mais t'as Red Bull qui l'aidait pas. T'avais Helmut Marko qui disait que Gasly va devoir se calmer. Enfin, moi, il lui mettait une pression pas possible alors qu'il n'avait même pas disputé une course, le pauvre. Et justement, voilà, il a chié en qualification. C'était pas vraiment sa faute, c'était plus une erreur stratégique. Donc là, tu as Marco qui, pour une fois, a un petit peu fait son mea culpa et a soutenu Gasly. En course, Gasly pas capable, à moteur équivalent, de dépasser une Toro Rosso qui, généralement, quand tu conduis une Red Bull, c'est plutôt facile de dépasser une Toro Rosso. Là, ça ne l'était pas. Et tu as Horner qui l'a défendu, qui lui laisse du temps. Bon, en même temps, c'est sa première course avec Red Bull, donc normal qu'on lui laisse du temps. Mais bon, il faudrait que Gasly se reprenne en main assez vite, parce que c'est assez rare de voir Red Bull défendre ses pilotes. Par contre, c'est très commun de voir Red Bull défoncer puis virer ses pilotes. Et la prochaine course, c'est à Bahreïn. C'est la course où l'an dernier, Pierre Gasly a brillé en F1. Donc on espère qu'il se ressaisit sur un circuit qui lui réussit bien. On a parlé de Honda, parlons de leurs anciens associés, McLaren qu'on avait vu plutôt beau pendant les essais hivernaux, McLaren qui avait fait des bons temps, McLaren qui avait l'air d'avoir un duo jeune mais solide, et bien McLaren qui a vu une de ses voitures rester en Q1, alors avec des événements certes, mais qui est resté en Q1 et ne placer qu'une seule voiture en Q3, et surtout McLaren qui a vu une voiture abandonnée sur moteur
en feu, ce qui nous a rappelé les grandes heures de McLaren Honda, alors que désormais c'est un moteur Renault. Et on a vu pas de points pour McLaren puisque Lando Norris est resté lui derrière Pierre Gasly. Alors que faut-il faire, très cher? Est-ce qu'il faut appeler un chaman, un marabout afin d'aider McLaren? Est-ce qu'il faut virer Zak Brown? Est-ce qu'il faut rappeler Ron Dennis? Dis-moi ce qu'il faut faire pour aider l'écurie anglaise. Ouais, peut-être que Ron Dennis c'est la solution au final parce que ouais, c'est très inquiétant. Après, le peloton c'est nettement resserré entre 2018 et 2019. Norris a quand même réussi à faire une Q3. Si tu remets dans le contexte en sachant que Sainz l'a nettement devancé tout au long du week-end, donc ça laisse espérer une place meilleure pour Sainz s'il n'était pas éliminé en Q1. Euh, En fait, ouais, ce qui cloche un peu chez McLaren, c'est plutôt en ce qui concerne l'unité de puissance, donc le moteur Renault. C'était déjà le cas en 2018. C'est encore le cas cette année. Sainz qui abandonne avant même le 10e tour avec un moteur Renault en feu. Bon, Norris termine, au final, il termine 12e devant Perez, donc c'est pas dégueu non plus, c'est pas une prestation horrible. C'est son premier Grand Prix en Formule 1 en plus, et à Norris, et être capable de terminer 12e, c'est assez bon. Même si ça ne fait pas point, c'est assez bon à mes yeux. Donc, ouais, McLaren a les moyens, de toute façon, ils ont les moyens financiers, c'est clair et net, de faire mieux que ça. Euh, ouais, je pense qu'il leur manque un leader. Fernando Alonso aurait pu incarner ce leader chez McLaren, mais il était en fin de carrière. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il revienne en Formule 1 l'an prochain et les saisons suivantes. Il était en fin de carrière, il était un peu pas en mode je m'en foutiste, mais plutôt désespéré face à la situation de McLaren qui n'arrivait pas à s'arranger au final. Donc il faudrait un leader comme Alonso, mais un leader qui est encore jeune, quoi, qui a encore quelque chose à foutre de la F1, qui doit encore prouver des choses. Alonso, il n'avait plus rien à prouver, 2 fois champion du monde, qu'est-ce que tu veux prouver d'autre? Donc peut-être que Sainz va incarner ce leader au final. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Clément? Peut-être que Sainz est la solution. Moi, je pense que Lando Norris, qui couvre depuis des années, peut être la solution. Alors après, c'était le cas avec... c'est ce qu'on pensait de Stoffel Van Dorn, mais Van Dorn s'est craché. Mais je pense que Norris, contrairement à ce que dit son âge, c'est un des pilotes qui a le plus d'expérience dans le paddock, puisque de tous ceux qui sont présents ici, c'est celui qui a fait le plus de courses par saison depuis le début de sa carrière. Il est habitué à courir dans plein de catégories, sous plein de conditions, avec plein de teams différents, des top teams comme McLaren, comme des petits teams quand il courait encore en Ginetta Cup au Royaume-Uni. Donc il est habitué à un peu guider une équipe, il l'a toujours fait. Et je pense qu'il peut avoir les épaules, il a déjà beaucoup d'expérience derrière un volant. Et il peut avoir les épaules pour les guider pour la suite. Carlos Sainz, il a trouvé refuge chez McLaren, mais moi j'ai toujours un peu de mal avec Carlos Sainz. J'espère pour eux qu'il saura être un très bon pilote et surtout quelqu'un qui sait très bien développer la voiture. Mais j'ai un peu de problème avec Carlos Sainz. Je trouve toujours que son implication dans l'équipe est toujours limitée et c'est pas souvent lui le leader d'une équipe. C'était le cas chez Toro Rosso, c'était le cas chez Renault. Donc est-ce qu'il peut porter l'équipe? Ça me paraît un peu dur. Tu as parlé du terme inquiétant. Parlons d'une autre écurie qui était, elle, pour le coup, réellement inquiétante. C'est Williams, largué en essai, largué en qualification, largué en course. Alors, Robert Kubica déjà a perdu un tour immédiatement en rentrant au stand très, très, très rapidement. Mais George Russell a passé une course très solitaire. Un tour derrière tous ceux qui le précédaient et un tour devant son coéquipier. Donc, est-ce que c'est pas là la grosse inquiétude du paddock? Et avant que tu répondes, j'aimerais te donner cette petite stat. La qualification de Williams en 2017 était plus rapide que celle de Williams en 2018, elle-même plus rapide que celle de Williams en 2019, quand toutes les autres écuries ont progressé de 5 dixièmes à 1 seconde. Voilà. Est-ce que c'est pas là où le bas blesse pour Williams? Oui, mais très, très clairement, après Williams, au final, c'est une conséquence de leur essai hivernaux raté.
Ils ont raté plusieurs jours en essais hivernaux, c'est impardonnable. Tu n'as que 2 semaines pour préparer une saison et après tu n'as que de très rares occasions de faire des essais hors week-end de Grand Prix. Et donc du coup, voilà, pour Williams, c'est cuit. On peut le dire, leur saison 2019, elle est cuite, c'est mort, c'est terminé. Pour eux, le seul point qu'ils peuvent espérer maintenant, c'est voilà, un accident catastrophique au premier tour avec la moitié du peloton qui est éliminé. Et encore, il faudrait que la voiture tienne toute la course. Bon, encore que là, il n'y a pas eu de problème de fiabilité, et heureusement pour eux, parce qu'ils n'ont plus que ça, malheureusement. Après, si on doit se concentrer uniquement sur Kubica, c'est dramatique, là aussi, c'est dramatique. Ça fait 8 ans qu'il n'a plus touché à une Formule 1 de façon compétitive. Et voilà, se retrouver à un tour de son équipier qui est un rookie, qui lui aussi, au final, n'a jamais touché une Formule 1 de façon compétitive de sa vie. Ouais, c'est triste à dire, mais Kubica a fait son temps en Formule 1 et sa carrière, du moins en Formule 1, s'est terminée en 2010. Je suis assez d'accord avec toi. Après, sur la course, pour l'instant, je mets des bémols par rapport à ça parce que effectivement, en début de course, il y a eu quelques soucis pour Robert Kubica. Mais c'est vrai qu'en qualification, il y a 1,7 secondes d'écart entre les deux, ce qui paraît immense à l'échelle de la F1. Kubica qui était quasiment à 6 secondes de la pole, enfin, c'est hallucinant. Donc c'est là où les difficultés vont être pour Robert Kubica. On a parlé de la hiérarchie qui était un peu trouble en milieu de peloton. On a vu beaucoup de voitures se suivre. Ça, c'est dû à la nouvelle réglementation. Alors, on n'a pas eu beaucoup de dépassements parce que Melbourne, parce que circuit tortueux. Mais est-ce que pour toi, cette nouvelle réglementation, c'est une réussite ou est-ce que tu es encore dubitatif par rapport à cette réglementation ? Je le suis encore très, très clairement. Tu avais Verstappen et Hamilton qui disaient que la nouvelle réglementation aérodynamique ne faisait aucune différence par rapport à l'ancienne. Ok, les pilotes sont capables de se suivre, mais il y a encore trop de turbulences aérodynamiques pour que des dépassements se fassent. Après, c'est un petit peu normal en Formule 1, c'est-à-dire que tu as des équipes qui travaillent d'arrache-pied, des heures passées en soufflerie pour que justement soient dessinés des Formule 1 qui ne facilitent pas la vie des adversaires, c'est-à-dire qu'ils dessinent des ailettes, des ailerons qui produisent un maximum de perturbations aérodynamiques justement pour que le pilote qui soit derrière soit dans l'incapacité de dépasser. Donc c'est un petit peu logique que les dépassements soient difficiles en Formule 1. Mais en revanche, tu as le DRS qui a été amélioré, puisque l'aileron arrière est maintenant plus grand, et donc le DRS est logiquement plus grand aussi, et donc du coup plus efficace. Et sur des circuits avec de longues lignes droites, avec des pistes très larges, comme la Chine, comme Bakou, comme Sochi, là ça risque d'être vraiment intéressant. Donc j'ai vraiment hâte d'être à ces courses-là. On a vraiment hâte d'être sur ces circuits beaucoup plus larges pour voir enfin cette nouvelle réglementation en action. On va faire un petit point oligarchie canadienne, un petit point fils à papa. Lance Stroll, sur sa belle voiture construite par son papa, a terminé devant son coéquipier. Alors, est-ce que Sergio Pérez a déjà la pression ou est-ce que, bon, pour l'instant, c'était juste un coup comme ça. Rappelons que les premiers points de l'histoire de Racing Point ont donc été marqués par le jeune Lance Stroll. Exactement. Lance Stroll, agréable surprise, très bonne surprise même, 7e meilleur tour en course avec sa Racing Point. Stroll qui au final est resté derrière Pérez tout au long des essais libres et même des qualifications, et puis en course, au final il a hérité d'une bonne stratégie, mais la stratégie ne fait pas tout, il faut être capable de bien conduire la voiture et de rester dans les limites de la piste, et c'est ce qu'il a fait. Il gagne en maturité au final, puisque Stroll est en F1 depuis 2017. C'est sa 3e saison dans les listes cette année. Et puis voilà, il montre qu'il est capable de faire, qu'il
qui est capable de faire de belles choses, pardon. Et bah, écoute, c'est de bon augure pour la suite, hein. Tout le monde lui était tombé dessus après qu'il ait remplacé Esteban Ocon chez Force India. Et puis s'il est capable, un petit peu comme Bottas, de faire taire les critiques, bah, c'est tant mieux. Exactement. On va aborder un dernier point, c'est parlons un peu showbiz, parlons un peu cinéma, parlons un peu Netflix, puisque Netflix a sorti récemment au début du mois sa série sur la saison 2018 de Formule 1. Et le premier des 10 épisodes était consacré au Grand Prix d'Australie et au désastre dont on avait déjà parlé, qui concernait Haas F1 Team. Eh bien, Haas a décidé de nous offrir un remake cette saison en ayant encore des problèmes au niveau de la voiture de Grosjean. Donc c'est encore une course difficile pour Haas, puisqu'en 2016, on avait eu l'impressionnant abandon entre Gutiérrez et Alonso qui avait fait en sorte que une des deux voitures ne termine pas la course. L'an dernier, on avait eu le double abandon de Haas avec ce système d'écrou, chose qu'on a encore eu cette année. Et en 2017, on avait eu aussi un double abandon pour des causes plus moteur, avec une fuite d'eau pour Romain Grosjean et suspension encore une fois pour Kevin Magnussen. Alors Haas n'y arrive pas en Australie. Que faire pour Haas? Est-ce qu'il faut tout simplement passer cette course, mettre cette course de côté et passer directement à la suite? Alors cette fois-ci, on a eu des points pour Kevin Magnussen, mais est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci une bonne saison de Haas? Oui, bah, t'avais les qualifications et même le début de course qui montrait que c'est Haas qui a repris au final cette position de quatrième force, peut-être même de troisième force, parce qu'au final, t'as Red Bull qui fait un podium, mais on n'est pas sûr encore de la fiabilité du moteur Honda. Donc il y a moyen peut-être d'aller chercher le statut de troisième force. En revanche, et ça c'est vraiment dramatique, Haas qui est pas capable de faire un arrêt au stand. C'est dingue, c'est dingue. Justement, tu fais bien d'en parler dans le documentaire Netflix, que je vous invite tous à regarder d'ailleurs. Excellent documentaire. Excellent documentaire, en effet. T'avais Gunther Steiner qui se confondait en excuses au téléphone avec Gene Haas, le propriétaire de l'équipe, après la catastrophe du Grand Prix d'Australie 2018, où il disait voilà, ça se ne reproduira plus. On avait recruté des nouvelles personnes, ils n'étaient pas très bien formés, nani nana. Ok, d'accord. Pendant l'intersaison 2018-2019, pendant les essais hivernaux, ce même Gunther Steiner qui disait voilà, on a bien bossé, jusqu'à 12 simulations d'arrêt par jour, vraiment on bosse à fond pour pas que ça se reproduise. Et puis voilà, premier rendez-vous de la saison, un an après le désastre en Australie, qu'est-ce qui se passe? Encore un désastre. Même si ça se produisait dans un film, on se dirait putain, c'est pas crédible. Et bien pourtant non, c'est bien vrai, et je sais pas, j'ai pas les mots tout simplement. C'est la malédiction Haas qui continue en Australie, comme on a la malédiction du poleman en Australie. Décidément un Grand Prix avec beaucoup de malédictions. On en a fini de cette review du premier Grand Prix de la saison. On attend avec impatience le prochain qui est dans 15 jours sur le circuit international de Sakhir à Bahreïn. On fera une preview avant cette course bien évidemment et on essaiera de répondre à toutes les questions qui se posent. Est-ce que McLaren va revenir? Est-ce que Williams peut quitter la dernière place? Non. Est-ce que Toro Rosso peut encore une fois aller chatouiller l'écurie mère? Est-ce que Pierre Gasly va reprendre du poil de la bête? Est-ce que Bottas va confirmer? Plein de questions. Et surtout, est-ce que Ferrari va reprendre son rôle de prétendant au titre? Tout ça, on le verra dans 15 jours. Je te remercie d'avoir fait la review de ce Grand Prix d'Australie avec moi. Je te remercie également. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Je te remercie. Et on se retrouve dans 15 jours pour la preview du Grand Prix de Bahreïn. Salut! Salut à tous.